Bonjour Isa Sator, Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. merci, moi de même. Vous êtes une artiste, mais avant cette seconde carrière d'artiste, vous avez été avocate. Et avant cela, bien sûr, vous avez été une enfant à la fois libre et rebelle. D'ailleurs, vous adorez les enfants, vous avez une passion pour l'enfance. Et j'aurais d'abord aimé savoir quelles sont vos origines familiales. Alors je suis bretonne, de mes grands-parents, de mes parents, entre quelque part, entre Saint-Malo, Châteaubriand, Fougères, voilà. Je ne suis pas dans la meilleure partie de la Bretagne, mais enfin quand même Saint-Malo est quand même très beau, avec le Mont-Saint-Michel pas très loin, que je considère être en Bretagne. Et donc, on va dire des origines celtes, pour remonter encore plus loin, oui, celtes, on va dire ça. C'est pour ça qu'il y a peut-être cet esprit, pas retors, mais enfin en tout cas, on peut dire retors parfois, résistant, on va dire, qui ne s'en laisse pas compter. Et vos parents, vos ancêtres faisaient quoi? Ils n'étaient pas forcément artistes? Alors pas du tout, c'était des gens très pragmatiques. J'avais un grand-père bûcheron qui gérait la forêt de la Guerche de Bretagne, qui était une grande forêt que M. Mitterrand d'ailleurs avait rachetée avec les frères Sédou à une époque, mais à l'époque c'était une forêt domaniale et elle était gérée par mon grand-père, qui était un homme des bois et des forêts, donc un homme plutôt sain, un espèce de grand molosse, alors que les Bretons ils sont pas forcément grands, mais lui il était très grand, et mon grand-père a eu 13 enfants. Donc j'ai eu beaucoup de cousins et cousines, et parmi tous ces personne n'a quasiment été universitaire. Je suis la seule de toute cette portée. Et artiste, j'ai quand même eu une tante qui faisait des paysages bretons, mais qui n'avait pas ma palette un peu folle, mais qui avait une palette raisonnable, mais qui était peintre. Donc c'est vrai que j'avais retenu ça dans mon cursus familial. Vous aimez bien Andromède? Oui, j'aime Andromède parce que c'est ma maison primordiale. Je ne considère pas du tout de cette galaxie. Vous savez que Andromède, c'est la galaxie la plus proche de la nôtre. Nous sommes dans la queue de la galaxie où nous nous trouvons, et Andromède se trouve juste à côté. Et oui, je me sens comme un être qui est tombé sur Terre, on ne sait pas trop comment, je ne sais pas expliquer la grande différence qu'il y a entre moi, ma famille, mes parents, mes frères et une demi-sœur. J'ai comme le sentiment de venir vraiment d'ailleurs. Voilà. Vous ne vous sentez pas d'ici? Ah, pas du tout, pas du tout, pour des tas de raisons. J'ai une façon de voir la vie et qui n'est pas celle des gens en général, qui sont très conformistes, qui n'est pas du tout mon cas. Et vous n'avez pas du tout été encouragée à devenir artiste peintre? Ah, pas du tout, bien au contraire. Bien au contraire, j'ai été assez livrée à moi-même petite, parce que mes parents avaient un commerce, un restaurant, et que donc j'étais livrée à moi-même. Je peignais dans mon grenier les saisons sur des cartons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, pour que ça aille plus vite certainement. Et j'ai quitté mon domicile familial assez rapidement parce que je m'y plaisais pas. Je suis partie, j'avais peut-être 15 ans et demi. Ma mère nous avait déjà quittés, et mon père avait la charge des 3 enfants avec mes 2 autres frères. Et la femme qui a pris la place de ma mère était vraiment très mauvaise avec moi. J'étais devenue comme une Cendrillon, mais ça n'a pas duré 2 mois. Hein. Je suis partie et mon père a essayé de me retenir, mais je suis partie. Et j'ai trouvé un compagnon qui avait 10 ans de plus que moi, qui faisait des études de médecine à Rennes, et il a été mon tuteur pour que les choses soient régulières, que je puisse voyager au Maroc avec lui, bien qu'il ne soit pas marocain, mais on avait des choses à faire. Et je me suis installée à Rennes, à côté de la place du Parlement, la rue des Beaux-Arts. C'était la bien nommée rue des Beaux-Arts.
Et j'ai commencé ma vie de jeune femme avec beaucoup de liberté, puisque je voyais pas, j'avais pas personne sur le dos. Et je fréquentais déjà à cette époque-là les musiciens qui avaient fait les premières soirées musicales qui vont devenir les journées de la musique, enfin le 21 juin. Et elles ont commencé à Rennes avec Étienne Dao, Marquis de Sade. Moi, je traînais avec tous ces gens-là, qui étaient plutôt des musiciens. Il n'y avait pas de peintres là-dedans, mais beaucoup d'étudiants, soit des lettres. C'est très estudiantin, Rennes. Et donc, je vivais dans un endroit où on était tous réunis dans un bâtiment rue des Beaux-Arts, où on pouvait échanger. Je découvrais qui était Jenny Joplin, je découvrais les Doors, je découvrais tout ça avec ces gens-là, qui avaient quand même 10 ou 15 ans de plus que moi. Donc, ça fait accélérer votre maturation. Et ensuite, j'ai éprouvé aussi le sentiment de quitter Rennes, parce que c'était pas assez grand pour me déployer. Je suis venue à Paris et j'ai voulu renouer avec une tante qui était une sœur de ma maman, pour peut-être avoir un socle et ne pas être en roue libre sur Paris. Et très vite, je vais l'abandonner aussi parce qu'elle va vouloir gérer mon existence avec son mari médecin qui voulait me faire des examens de je sais pas quoi. J'ai eu peur et je me suis enfuie. Et là, vraiment, j'étais seule. Donc, faut pas avoir peur d'être seule en fait. C'est souvent ce qui empêche. En fait, je me faisais confiance et puis j'ai répondu à une annonce dans un journal où il y avait un casting de 5 filles qui se lèvent à midi de Catherine Pancol. J'ai fait ce casting en me demandant un peu qu'est-ce que je foutais là, mais j'ai été retenue. Alors, il y avait 200 ou 300 filles là-dedans, sur 5 filles qui se lèvent à midi. Ben, moi, je devais en représenter une pour le producteur, parce que j'ai fait connaissance avec lui. Vae Katcha, qui était un monsieur écrivain qui vivait très bien de sa plume, et qui m'avait été présenté aussi, et qui devait donc faire le scénario, écrire le scénario de ce film. Le film n'est jamais sorti. Peut-être que ces messieurs faisaient des castings pour rencontrer des jolies femmes, comme ça se fait. Et en fait, la rencontre avec ce producteur va complètement basculer ma vie, puisque c'est avec lui que je vais vivre. Et il m'aura interdit de faire du cinéma. Le cinéma, il me dit que c'était un milieu extrêmement moribond et que j'avais d'autres choses à faire de ma vie que de m'enfoncer dans ces billevesées. Et bon, très bien, je lui ai fait confiance et il m'a dit si vous voulez, vous jetez votre carnet de balles et vraiment, et je vous inscris à la faculté de droit. Moi, que j'espérais ça depuis toujours avec ma famille et que j'avais pas obtenu ce résultat, j'ai été fidèle à ce qu'il m'a demandé. Donc j'ai jeté mon carnet de balles, ça veut dire que vous fréquentez plus du tout les gens jusqu'à présent que vous connaissiez, et je suis allée sur les bancs de la faculté. Donc un peu plus tardivement, mais j'ai trouvé passionnant et très noble l'esprit du droit, ça m'a vraiment passionnée. Donc je suis passée très vite chaque année sans redoubler et j'ai obtenu mon CAPA d'avocat à Paris qui m'a entraînée dans des gros cabinets comme chez White & Case où Madame Lagarde était d'ailleurs associée à cette époque. Et ensuite, j'ai fait un passage léger aussi chez White & Case, pardon, je l'ai dit, mais chez Gilles Noiret-Loel, qui est un très gros cabinet aussi. Et là, autant mes études, je les trouvais nobles par le fait que l'esprit du droit est effectivement noble, mais la pratique, je la trouvais quand même très commune, très vulgaire. Et quand j'étais chez Gilles Noiret-Loel, j'étais dans la bibliothèque et je voyais un peu comme dans une pièce de théâtre, un vaudeville, les gens qui ouvraient les portes de tous les côtés, droite, gauche, ils venaient chercher des livres, des photocopies, je ne sais quoi. Et j'étais assise à la table de cette bibliothèque en me disant, mais tous ces gens sont dingues. Enfin, quelque chose ne va pas.
faire des conclusions aussi compliquées, faire toutes ces notes de droit extrêmement alambiquées pour convaincre et avoir raison, je trouvais que ça relevait un peu d'un asile de dingue. Ouais, déjà, j'avais cette conscience. Cette conscience et je me disais que d'être à l'université à Assas, ma foi, c'était chouette, mais bon, devenir avocat, ça marquait un peu. Dans ma famille, évidemment, des gens étaient très fiers, surtout quand j'ai prêté serment, tout le monde est venu. Mais moi, à cette prestation de serment, aussitôt la prestation faite, aussitôt j'ai eu le sentiment qu'il ne fallait pas moisir dans le coin. C'est-à-dire que je ne voulais pas... ça ne m'inspirait pas. Je me dis, bon, on va essayer, je vais essayer de comprendre le palais, de la cave au grenier, je vais avoir un cabinet, j'en ai eu un d'ailleurs, avenue MacMahon, en face de là où on est aujourd'hui. Donc j'étais associée avec un ancien garde des Sceaux du Sénégal, qui briguait la présidence du Sénégal pour son pays contre Wade. Et donc, j'étais chargée de recevoir toute la belle clientèle du Sénégal, ou de l'Afrique en général, l'Afrique de l'Ouest. Et bon, Doudou a été charmant, mais j'avais tout le cabinet en responsabilité, c'était beaucoup trop lourd pour moi, je réfléchissais et lui ne m'entendait pas, il est toujours dans les avions, à me demander de prendre une secrétaire en plus, une collaboratrice en plus. J'ai trouvé que toute cette charge était trop importante pour moi, que je ne voulais pas vivre toute ma vie comme ça, que quand je voyais mes consoeurs au palais qui fumaient, qui avaient des voix d'hommes rauques, je me suis dit non mon Dieu, c'est pas ça la vie. Si je mets le doigt là-dedans, je vais être foutue jusqu'à la retraite et je ne veux pas mener ma vie comme ça. Donc j'ai bien réfléchi, puis un matin j'ai convoqué Doudou, ma secrétaire, puis la jeune femme aussi qui était là en collaboration, et je dis voilà, j'ai pris une décision, je vous quitte. Je pars en Nouvelle-Calédonie, je vais aller compter les poissons. Et là, ils ont fait une dépression, ils se sont dit mais t'es dingue ou quoi? Je dis non, c'est bien réfléchi, je m'en vais. Et donc je suis partie. Je suis partie à 11h du soir, parce que les vols pour Nouméa c'est 11h du soir, à Roissy. Et j'avais prévenu que 2 personnes, mon frère, Pascal, et puis une amie. Qui m'ont dit tous les deux, mais t'es sûre de ce que tu fais? T'abandonnes ton cabinet, t'abandonnes Paris? Oui, parce que quelque chose ne tourne pas rond, ça ne va pas. Vous voyez, cette conscience qu'on n'est pas dans son axe. Donc je suis arrivée à Nouméa pensant que j'allais faire mon métier d'avocat comme un petit cordonnier où on reçoit une personne et on va jusqu'au bout et peut-être même on sera payé avec un panier de fruits de la passion parce que celui qui est en face n'aura pas les moyens. Parce qu'à Paris, les avocats, finalement, on les morcelait à s'occuper que d'un point de TVA, par exemple, et ils ne maîtrisaient pas tout l'ensemble de la problématique d'un client. Alors que là-bas, je me dis, on reçoit les gens, on s'occupe d'eux, de droit de la famille, droit des affaires, droit commercial. Enfin, il y avait un ensemble. Je voulais faire les choses en douceur, faire des conclusions sans être affolée avec un dictaphone sur le périph' de Paris, en tournant comme une folle entre le tribunal de Nanterre, de Créteil, de Bobigny. Tout ça, je trouvais ça crétin quand je tournais en voiture à toute berzingue là-dedans, comme un circuit 24 en dictant mes conclusions au volant. Je me dis, mais on ne peut pas vivre ça, ça n'a pas de sens, ce n'est pas comme ça que je veux faire du droit. Donc, à Nouméa, j'ai eu vraiment beaucoup de succès avec mes clients, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes confrères. Qui ne voient pas d'un bon œil les gens qui arrivent en plus pour leur prendre une bout de leur part de fromage. Et bon, ils vous regardent comme ça d'un œil distrait pendant quelques semaines pour savoir si vous n'allez pas casser 3 pattes à un canard, ils vont vous laisser prospérer. Mais si tout d'un coup vous arrivez à leur enlever le fromage, parce que ça a été le cas, le premier dossier que j'ai eu là-bas, c'est un énorme truc. Un certain monsieur Pantaloni, je peux dire son nom, il n'est plus de ce monde maintenant, qui était un homme richissime, qui avait pour avocat l'avocat qui m'avait pris un peu en prestage à Paris, et qui m'avait dit j'ai plus besoin de prendre l'avion pour aller à Paris, je vais vous prendre à vous parce que si vous avez été sa collaboratrice, sa même prestagiaire, je vous prends ici à Nouméa.
Donc j'ai dû régler ce premier dossier avec vraiment beaucoup de brio, où j'ai dû annuler une ordonnance de taxe. Aucun des confrères à Nouméa ne savait faire cette annulation des ordonnances de taxe. C'est précisément Doudou, ministre, ancien garde des Sceaux, qui m'avait appris à faire l'annulation des ordonnances de taxe à Paris. Donc j'arrivais à Nouméa, je demandais une inscription au barreau de Nouméa auprès du bâtonnier, que je mettais en cause d'un autre côté dans ce dossier, où je demandais l'annulation de l'ordonnance de taxe de ce bâtonnier. Donc je peux vous dire qu'il avait mon dossier sous son coude et il n'avait aucune envie de me voir inscrite au barreau de Nouméa. Surtout que j'ai obtenu gain de cause. Pour cette procédure, on a besoin de présenter l'action devant le premier président de la cour d'appel de Nouméa. Donc autant vous dire qu'on se fait connaître du village, enfin il y a 200 000 habitants, mais on se fait connaître rapidement quand on fait la première procédure contre un bâtonnier près du président de la cour d'appel de Nouméa, que j'ai obtenu d'ailleurs gain de cause, et donc mon client était très content puisqu'il n'avait pas à régler cette note d'honoraire qui avait été rendue comme ça sur un coin de table, certainement parce qu'elle était nulle de plein droit, dans le sens où il n'y avait pas eu de conciliation, qui était vraiment un élément de droit très important et qui rendait nulle cette ordonnance s'il n'y avait pas eu cette conciliation, ce qui était le cas. Très bien. Donc c'était un premier succès. C'était un premier succès. Donc chapeau. Après, ça m'a un peu distinguée. Mes confrères n'ont pas du tout apprécié, alors pas du tout. Et ils n'avaient qu'une envie, c'était que je reparte à Paris. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de rester. Parce que ma deuxième passion est la plongée sous-marine. Je vous ai dit que j'aimais bien compter les poissons. Et je vais vraiment pas être la bienvenue à partir du moment où j'ai obtenu cette annulation d'ordonnance de taxe du bâtonnier. Celui-ci n'a fait que me compliquer la vie. Et je vais aussi... Alors, le fait que ce succès a entraîné un afflux de clientèle. Il y a des gens qui cherchaient à Nouméa un avocat. Ils se sont dit, cette jeune femme qui a osé attaquer le bâtonnier, qui a obtenu gain de cause, nous allons... Alors, j'ai eu affluence tout de suite de clients. Puis surtout qu'avec Monsieur Pantaloni, j'avais trouvé un accord, une convention d'honoraires qui me mettait au moins à l'aise pour 2 ans. Donc, je ne manquais de rien. Et j'étais assez sûre de moi. Et d'autres dossiers sont arrivés, dont un confrère qui avait été incarcéré parce que politiquement il gênait Monsieur Lafleur. Et comme il était très brillant, ils l'ont complètement cassé, il est devenu alcoolo, le pauvre. Quand il rentrait chez lui, dans sa maison, il trouvait même plus le trou de la serrure et il finissait par dormir sur le paillasson avec des croûtes sur le front parce qu'il était complètement saoul. Et voyant ce désastre, je lui ai proposé de venir vivre dans mon grand appartement. J'avais 300 mètres carrés à Nouméa. Et de prendre logement et cabinet aussi, parce qu'il adorait faire les conclusions, le gratte-bibliothèque, il adorait tout ça. Moi, j'aimais pas trop, mais en revanche, j'aimais bien plaider et aller montrer ma bobine au tribunal de Nouméa. Donc, on faisait un binôme extraordinaire et je lui avais promis de m'occuper de son dossier et d'obtenir une relaxe pure et simple, ce que j'ai obtenu devant la cour d'appel de Nouméa pour lui, parce qu'il avait été quand même jeté en prison, il a été inquiété pendant 13 ans avec cette affaire, qui lui a fait perdre sa femme, ses enfants, enfin toutes ces choses résonnent avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, cette espèce d'oppression dans les institutions, c'est quelque chose qui va me mettre en alerte pour les 20 ans qui viendront après. Et me dire, mais c'est pas possible, comment cet homme aussi brillant a pu être aussi emmerdé, puisque c'est un mot de circonstance maintenant. Donc René, j'avais l'ambition de le sortir de là, d'obtenir une relaxe devant la cour d'appel, et ensuite de faire un binôme avec lui au cabinet, de réinscrire, puisqu'il n'était plus condamné, il pouvait de nouveau être inscrit au barreau de Nouméa. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Il a été relaxé, mais le Conseil de l'ordre là-bas a estimé que compte tenu de cette procédure qui a duré 13 ans, eh bien, ils estimaient de ne pas avoir à l'inscrire. Donc vous êtes jugé 2 fois.
Enfin, c'est du n'importe quoi, cette espèce d'oppression dont je vous dis. J'avais le sentiment que la société, pour reprendre l'expression de François d'Angléan, était complètement déglinguée, quoi. Ça déraillait. Ça déraillait complet. Double peine. Double peine. Ça ne justifiait pas que ce monsieur ne puisse pas travailler. Donc après, quand ils ont vu que... Parce qu'en fait, ils avaient très peur qu'on se mette ensemble, qu'on bosse. Je pense que les autres confrères n'auraient plus aucun client, hein, je peux vous le dire. Et donc ils redoutaient notre installation et ils ont tout fait pour nous casser les jambes. Mmh. Et ensuite, comme je ne partais toujours pas, parce que j'avais dit que si je devais quitter l'île, c'est moi qui déciderais quand et comment. Et voyant que que je ne partais pas, ils m'ont mis en examen. Et cette mise en examen, alors il manquait plus que le viol là-dedans, parce qu'il y avait vraiment tout dans cette mise en examen, c'est risible. Le juge d'instruction a beaucoup hésité, d'ailleurs lui qui roulait en Ferrari, le procureur général roulait en Porsche, enfin tout va bien. Et ces gens-là avaient des grosses casseroles, puisqu'un commissaire de police qui était venu là-bas quelque temps, Etchebé, m'avait dit, mais si vous voulez Isa, je vous montre les archives au commissariat, vous verrez que ces gens, on peut déterrer des choses si vous voulez. Le problème c'est que vous êtes très loin là-bas, vous êtes à 24 000 km et vous n'avez aucun confrère sérieux pour venir vous aider. Alors sur place, n'en parlons pas, il n'y en a pas, mais c'est-à-dire que si vous faites ce genre d'action, vous vous retrouvez vraiment seul. Et là, pour le coup, vous vous retrouvez à la maison d'arrêt du camp Est, au moins pour 4 mois, si ce n'est plus, parce que vite, un délai peut être vite oublié, donc vous êtes là-bas 8 mois. Et je pense que s'ils étaient arrivés jusqu'à une incarcération me concernant, je n'aurais jamais pu être peintre derrière. Parce que je pense que cette expérience horrible de la maison d'arrêt, en détention provisoire, hein, bien sûr, peut vous casser n'importe qui. Et pour éviter cette détention provisoire, parce que je sentais que la mise en examen, elle se rapprochait, donc elle s'est faite, j'ai été mise en examen, au début il tournait autour du pot, victime assistée, que j'étais témoin assisté, pardon, voilà, j'ai eu une mise en examen, ensuite comme ça tenait pas la route leur truc, il y a eu 3 juges d'instruction, ça a duré 8 ans. Donc quand je vois les gens qui font des petites gardes à vue, excusez-moi, même aujourd'hui, je sais que c'est l'oppression, mais des gardes à vue de 2-3 jours qui sont extrêmement malheureux, et je peux le comprendre, mais moi j'ai eu une mise en examen qui a duré 8 ans. Leur motif, précisément, c'était... Tout sauf le viol. L'escroquerie, l'abus de confiance, le faux en écriture privée, faux en écriture publique, j'avais tout. Ils ont fabriqué des preuves ? Oui, bien sûr, ils m'avaient fait envoyer des clients chez moi aux fins de me poser vraiment des problèmes. Par exemple, j'avais un autre dossier où un monsieur tout à fait sain d'esprit au moment où je l'ai eu, en tout cas comme avocat, comme client, avait d'ailleurs signé une convention d'honoraires aussi. Et bien le délit d'abus de faiblesse venait juste d'atterrir avec la présidence de monsieur Sarkozy. Eh bien, ils se sont chargés de me l'appliquer à moi, c'est-à-dire sans prouver, sans certificat médical ou un certificat médical de complaisance postérieur au fait. Et avec ça, ils vous font une procédure à Nouméa. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ne prouvent pas que la personne elle était faible d'esprit au moment où vous avez fait votre convention, où vous êtes entretenu avec votre client, mais ils vous posent sur la table un certificat de complaisance postérieure, et avec ça, vous arrivez à avoir une mise en examen. Et en plus de ça, vous faire condamner, parce que je me suis fait condamner en première instance, et en appel, ils ont ajouté la peine, ça a été supérieur. Ensuite, j'avais un confrère, soi-disant, pour faire un pourvoi en cassation auprès de la Cour de cassation à Paris, et le délai n'étant que de 5 jours. Le confrère, moi je ne pouvais pas le faire à titre de mise en examen, mais le confrère s'est bien chargé de me rendre foreclose, c'est-à-dire que c'était cuit, je ne pouvais même plus faire connaître mon souci à Paris. C'est kafkaïen. C'est kafkaïen, oui, c'est toute cette oppression, en fait, je l'ai vécue. Donc quand toutes les choses sont arrivées en 2020, je savais ce qui arrivait.
parce que toute cette gangrène qui pouvait être vue dans les barreaux d'outre-mer, hein, c'est connu des barreaux à Paris, que dans l'outre-mer, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent, mais finalement, on en est arrivé à ça un peu partout. Hein, et donc forclusion, très bien. Puis à Paris, un confrère bien connu m'avait proposé de faire un procès en révision, mais j'ai même pas envie de me battre avec ces gens-là. Je m'en fous. C'est usant. C'est usant. Et puis surtout, j'ai pas envie de me replonger là-dedans. C'est tellement ridicule. Maintenant, tout le monde sait que tout ce milieu-là tient pas la route. Vérolé. Voilà. Marie-Lise Lebranchu, ancienne ministre de la Justice, dans tout ça. Ben, j'avais été la rencontrer à Paris pour lui faire part de tous les dysfonctionnements que j'avais notés à Nouméa. Donc, elle m'a reçue place Vendôme. Elle a dépêché une délégation, il était 5-6 magistrats, mais comme ils font d'habitude à Nouméa, parce que René Rother qui était à Nouméa m'a dit mais Isa, parce que moi j'étais contente que la délégation du ministre de la Justice se déplace, vienne, je me dis enfin on va être, mais tout ça c'est de la blague. Et lui, René m'a dit mais tu te rends pas compte Isa, ils vont faire comme d'habitude, ils vont les emmener en avion à l'île des Pins, c'est à 20 minutes en petit avion, ils vont les faire dormir à l'hôtel du Méridien, ils vont aller à UVA, ils vont aller à Marais, ils vont aller à Lifou, et puis après ils vont dire bah l'autre folle là, il n'y a pas de dysfonctionnement. Puis ils repartent, ils vont passer une semaine à Nouméa. Vous voyez ce que je veux dire, ou 15 jours, j'en sais rien. Mais c'est ça qui s'est passé, parce que les magistrats sont venus et le rapport qui a été rendu faisait part du fait qu'il n'y avait pas de dysfonctionnement. Il faut quand même savoir que près de la cour d'appel de Nouméa, quand vous plaidez, vous représentez des gens, il est interdit de déposer un dossier de plaidoirie. Ça, j'ai jamais entendu nulle part. Mais comment le président de la Chambre, qui a présidé la cour d'appel de Rennes après, se rappelle s'il a 20 ou 25 dossiers dans la matinée dans la chambre de délibéré, comment il se rappelle de tout ce qui a été dit? C'est risible. Vous voyez, c'est risible. Donc, et le client est dans la salle d'audience, me dire mais maître, j'ai posé mon dossier de plaidoirie sur le bureau du président, il me l'a repoussé, il m'a dit reprenez ça ou je fais une procédure pour outrage à magistrat. Donc voilà. Après cette cabale, finalement vous avez revu la lumière du jour grâce à un bouquet de fleurs, je crois. Oui, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé en mariage. Et qui m'a dit, je vous observe depuis un certain temps, je connais l'exclusion, je sais ce que c'est. Oui, un bouquet de fleurs, puis un deuxième, parce que sur le premier bouquet de fleurs, j'avais pas répondu, mais sur le deuxième, qui était de plus en plus énorme, surtout qu'à Nouméa, il n'y avait pas de fleuriste à l'époque. Donc pour trouver des fleurs, je me dis, bah celui-là, il est doué, hein. Il les a peut-être fait venir de Sydney en avion, je ne sais pas. Et il y avait une jolie carte avec des poissons. Et je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre, parce que moi, à part être à Nouméa, je faisais de la plongée, j'étais toujours en tenue de combiner, en plongée, aller à droite à gauche au phare Amédée, tout ça. Et c'est vrai qu'il m'avait rencontré au phare Amédée. C'est une île où on met peut-être une demi-heure en bateau à toute pompe pour rejoindre le phare Amédée. Et c'est vrai que je l'avais croisé sur cette île. Et la semaine suivante, j'avais reçu un très beau bouquet où j'avais refusé j'avais pas le temps d'aller déjeuner avec qui que ce soit, puis surtout je n'acceptais pas. Mais là, il a su faire les choses. J'ai dîné avec ce monsieur et c'est devenu mon époux. Et ça m'a évité d'aller en prison parce que ce monsieur jouait au poker avec toute la table importante de Nouméa. Et j'étais protégée quelque part. J'ai calculé ça parce que je me suis dit bon, il me demande un mariage. J'aurais trouvé très impoli de dire non. Surtout que c'était dans l'avion pour venir à Paris et tout était prêt. Il avait demandé le certificat de non-opposition, etc. Il avait tout préparé. J'étais très surprise. Et je me suis retrouvée comme une meringue à Paris. On s'est mariés à la mairie du 10e arrondissement, pardon. Et j'ai été mariée en 3 coups de cuillère à peau. Quand je suis revenue à Nouméa, ça leur a coupé l'herbe sous le pied parce que je crois que là, ils voulaient venir me chercher en estafette
pour me mettre, suite à ma mise en examen, me mettre peut-être au camp Est, que sais-je. En cabane. Voilà. Et mon mari voyait un peu la difficulté de voir arriver des policiers à 7 heures du matin, venir perquisitionner toute la maison pour récupérer on ne sait pas quoi, c'est surtout pour vous faire peur. Oui. Et moi, j'étais déjà habituée d'avoir des descentes parce que j'en ai eu pendant 8 ans, peut-être 2 ou 3 par semaine, vous voyez, pour vous faire craquer. Et ils vous disaient, les policiers avec qui je plongeais, pour certains, je plongeais avec eux, qui me disaient, tu sais Isa, on a les menottes sur le bord de notre table, de notre bureau, on ne sait pas pourquoi on va venir te détenir, mais on va trouver. C'est de l'intimidation. Carrément, une immense oppression. Il n'y avait que la plongée, la mer, la beauté des lieux qui me faisait penser que le ciel ne va pas me tomber sur la tête. Et puis ce mariage complètement providentiel qui va me permettre de me protéger de la maison d'arrêt. Donc je suis tombée sur un homme exquis, en fait, je suis tombée amoureuse dans le mariage, mais ça ne va pas m'empêcher de divorcer. Mais cet ange gardien vous a quand même amené à ce qui s'est passé juste après, l'atelier, la médaille d'or, la palette et la vie d'artiste. Exactement, parce que Michel, qui était mon époux, m'a dit, écoute chérie, je t'épouse, mais la seule chose que je te demande, c'est pas faire l'avocat dans l'île, parce que vraiment, j'ai vu à l'œuvre, c'est dangereux, voilà. Et lui-même, d'ailleurs, avait fait un prêt à la banque pour ses sociétés, qui lui a été refusé suite à mon mariage avec lui. La chargée de pouvoir à la banque, parce qu'il insistait, il lui dit, mais enfin, pourquoi vous m'avez accordé ce prêt et maintenant vous ne me l'accordez plus? Quelle est la raison? Sur une liste noire. Carrément. Une mort sociale. Une mort sociale. Et le frère de monsieur Di Borgo, d'ailleurs le sénateur, m'avait proposé, sachant ma situation, parce que je voulais pas rester sans activité même avec un mari, il m'avait proposé de faire des assurances vie dans le cadre de la compagnie Rothschild, clin d'œil, à Nouméa. Alors il m'a dit, écoutez, je vais vous faire une petite formation d'1 semaine et suite à ça, après je vous fais votre contrat et j'aurais pu aider Michel, être en couple avec une ressource. Bon. Et puis au bout d'1 semaine, quand j'ai fini la formation, monsieur Di Borgo, il me dit, écoutez Isa, je viens de recevoir un coup de fil, je ne peux pas vous prendre. Sans explication. Pourtant, il était sûr de son fait. Il m'a dit, oui, je sais que monsieur Jacques Lafleur vous apprécie beaucoup. D'ailleurs, monsieur Jacques Lafleur, il m'a offert cette perle de Tahiti que je porte. Et je n'ai pas eu ce job, donc j'étais époustouflée de comment la cabale continuait encore et comment on vous étouffe dans l'œuf de ne pas gagner votre vie, de ne pas exister socialement. Il a reçu des pressions. Il a reçu des pressions. Je me suis dit, c'est pas grave. Je considère que quand il y a des impossibilités comme ça, c'est qu'il y a une explication à venir beaucoup plus tard. Donc il faut être plus intelligent que ces faits-là d'oppression. Et je me suis dit, bon, que cela ne tienne, je vais prendre un atelier au chantier naval de Ducos, où il fait 40 degrés. Et mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Tu devrais être au Méridien à la piscine, avec toutes ces femmes qui ont toujours les mêmes choses à dire, qui ne m'intéressent pas. Et c'est pourquoi je suis allée à Ducos faire mes peintures dans un chantier naval. J'avais de la place, c'était quand même aéré. Et un jour, très inspirée, je sentis que cette toile que je venais de faire, qui s'appelle Le Baiser ensorcelé, j'en ai fait une diapo, je l'ai envoyée à Paris pour un concours au Salon des artistes français et j'ai eu la médaille d'or. Et quand j'ai mis la lettre, ma diapo et mon courrier pour participer au concours dans la boîte aux lettres, j'étais avec ma belle-mère et on s'est regardés toutes les deux et dans nos yeux, on a compris que ma vie allait basculer. Elle le savait, Cécile. Et donc, j'envoie cette diapo et effectivement ça va changer toute ma vie. Il va falloir que j'aille à Paris récupérer mon prix. À partir de là, je vais renouer avec des amitiés de Paris, du voisinage, qui sont aussi des amis, mais qui habitent New York aussi. Et la proposition, c'est que je quitte mon mari. À l'amiable? À l'amiable, puisque Michel m'a proposé ça. Et il m'a dit, c'est pas grave chérie, on se remariera.
va à New York, suivre ce garçon selon tes volontés. Et il pensait que ça ne marcherait pas, d'ailleurs. Oui, Michel pensait que de toute façon ça ne marcherait pas et qu'on se retrouverait, qu'on se remarierait après. Il était sûr de lui aussi, hein. Joueur de poker quand même, hein. C'est ça que j'aimais bien. Et quand je me suis retrouvée à New York, ça a été une catastrophe. La personne avec qui je me suis retrouvée, on ne s'entendait vraiment pas. Quand nous étions amis, ça allait très bien, mais en couple, j'ai fait des découvertes, et lui aussi certainement, d'ailleurs, il voulait plus m'épouser. Mais il m'a pas laissé tomber comme un goujat. Il a été très correct et il m'a permis de revenir à Paris. Quelle horreur! Comment j'avais quitté Paris pour revenir à Paris, on va faire un grand tour du monde et de m'installer où j'étais dans mon quartier où il m'avait connue d'ailleurs, dans le 16e. Et là, je me suis dit, je ne veux plus personne dans la zone, je ne veux plus de mari, je ne veux plus personne. Je veux savoir, est-ce que je suis capable en tant qu'artiste peintre de tenir la route. Donc je ne veux personne dans mon chemin pour être jaloux de mes vernissages. Vous savez, c'est toujours un problème où il me faut un homme vraiment qui soit à la hauteur ou personne. Je préfère personne. Surtout de ce côté-là du monde, il n'y a pas d'homme. Enfin, moi, j'estime qu'il n'y a pas d'homme. À Nouméa, il y a des têtes brûlées au moins. Il y a des gens qui sont différents, des navigateurs, des aventuriers. Voilà. Et à Paris, j'ai trouvé qu'en 10 ou 12 ans, tout s'était aplati, que tous les gens que j'avais laissés étaient toujours au même endroit, que tout ça manquait beaucoup de saveur. Et bon. Je me suis dit, pour moi, un peintre, une femme peintre, elle n'a pas forcément d'enfant, elle n'a pas forcément un mari. C'est un peu comme ça que je voyais les choses. Et je me suis dit, je vais mettre tout sur le 31. Donc vous êtes concentrée à 100% sur votre travail. Et on peut dire que la peinture, c'était en vous bien avant. Bien avant le métier d'avocat, c'est-à-dire que quand je suis tombée du berceau, oui, les fées se sont penchés sur moi et m'ont offert le cercle chromatique. Et donc je trouve que pour un être humain, c'est génial de s'autonomiser avec ses créations, sa vocation. Pouvoir les vendre et en vivre. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, mais aussi de pas avoir peur que ça soit pas routinier, que vous puissiez avoir des hauts et des bas. Il faut avoir une certaine prédisposition pour ça, pour qu'il y ait des creux et des bosses. Et que si vous aimez le conformisme, c'est pas pour vous, hein. Donc il faut avoir cette force, mais cette force on la trouve dans mon travail, bien que ça soit quelque chose qui peut paraître enfantin parfois, dans le trait ou les contrastes de couleurs, c'est très puissant en vérité. Comme ce que je déploie comme force pour faire ma vie de femme et d'artiste. Vous êtes une femme spontanée, libre et souveraine. Voilà, c'est quand même formidable. C'est quand même formidable de pouvoir... Je suis fière de ça. Et maintenant, on va regarder ensemble ce tableau que vous avez peint en 2019 qui s'appelle Armageddon. Et alors, on a beaucoup de choses à dire dessus. Alors, la toile Armageddon, en vérité, c'est une grande œuvre qui fait 4,75 m, presque 5 mètres, sur 2,30 m. Que j'ai terminé de peindre en 2019 et le dernier coup de pinceau a été la soirée alors que Notre-Dame brûlait. Vraiment, c'est quelque chose de fort, ce souvenir d'avoir fini Armageddon à ce moment-là. Et quand on voit ce que j'ai dessiné sur cette toile, c'est un peu comme mon Guernica à moi. C'est-à-dire que c'est prémonitoire, dans le sens où vous voyez là, il y a un grand serpent chinois qui fait le tour de la toile. Tous les abords sont rouges et tous les personnages en or tombent dans les flammes. Là, vous avez les griffons de la City qui resserrent leur serre justement sur les sacs d'or, qui se desserrent puisque toute la bourse à la City va mal, et donc toutes ces personnes qui ont œuvré avec fondamentalement ces valeurs tombent
dans les flammes, où on voit aussi le chariot de Phaéton qui tombe, on voit les chiens de l'enfer qui font même un doigt d'honneur, on voit les armoiries du Vatican. Vous voyez là, elles sont ici. Mais tout ça a été fait en 2019, donc je ne sais pas comment on capte les choses, mais ensuite on voit au milieu du dragon des personnages qui lévitent. Parce que celle-là, elle lévite. Donc ça veut dire que après ce drame, il y aura une autre façon d'organiser la société, avec des gens, ma foi, qui auront des valeurs aiguisées, intéressantes, avec un aspect positif, je l'espère, et on aura évité un conflit nucléaire. Parce que Armageddon, peut-être il y a eu plusieurs Armageddon sur Terre, je n'en sais rien, mais en tout cas, Armageddon, c'est quelque chose de biblique et de imaginaire aussi. C'est un lieu un peu céleste où les forces en place dans le monde se confrontent. Et on espère que l'issue sera positive, bien sûr. Et donc, le côté positif, c'est ces personnages qui vont changer de dimension, et qui sont en violet d'ailleurs, contrairement aux autres qui sont en or et qui tombent dans les flammes. Donc voilà, cette représentation avec la jument ailée aussi, qui est un symbole fort, et une femme, on voit aussi une femme qui s'envole là, ici. On voit un personnage aussi bleu, chevelure d'or, blonde, qui s'envole aussi, donc ça veut représenter peut-être le sacré féminin, je ne sais pas. En tout cas, le transhumanisme n'aura pas droit de citer. Tous ces animaux mythiques, finalement, ont pris sens peut-être un an après, et finalement, en 2020, pour vous, la résistance, c'était quelque chose d'évident? Absolument évident. Absolument évident. D'ailleurs, juste avant de finir cette œuvre, j'étais aux États-Unis, à New York, pour exposer à Manhattan, dans le quartier chinois d'ailleurs. Il y avait l'Event 201 qui était organisé, et je le sentais, que quelque chose dans la ville de Manhattan, comme si vous étiez dans un tournage, vous savez, ces personnages avec les sourires, Golgotha, où j'avais le sentiment que quelque chose se passait, puisque c'était à côté de Central Park, et que Bill Gates et toutes ces vilaines personnalités qui représentent le nouvel ordre mondial, enfin leur velléité de représenter ça, étaient là pour faire une grande répétition de ce qui allait se passer 3 mois après. Donc j'ai eu un très mauvais sentiment. D'ailleurs, l'expo s'est pas bien passée. Il y a eu beaucoup de difficultés avec la galeriste, avec les autres artistes. Ça s'est pas bien passé. J'étais épuisée de ce truc. Je suis rentrée et j'ai décidé d'aller dans le désert, d'aller me reposer dans le sud marocain, où j'ai l'habitude d'aller, près des dunes, dans les dunes de Merzouga. Et pour le 31 de cette année-là, qui nous permettait de passer de 2019 à 2020, où 3 semaines après l'horreur arrivait, j'avais fait 3 vœux dans le désert. J'avais même pris une théière très d'Aladin que j'avais frottée. J'ai fait une petite vidéo et j'ai fait 3 vœux en ouvrant cette théière, en demandant à ce que le niveau de conscience des êtres humains s'élève considérablement, parce que je pense que c'est ça le problème, c'est de mettre dans leur réflexion des univers dont ils n'ont même pas conscience. Donc élever sa conscience, engranger plein de choses, être très universaliste dans son esprit, que la condition des animaux s'élève également, parce que vraiment c'est affreux, et qu'ensuite mon 3e vœu, c'était que l'amour l'emporte. Et je pense que l'amour l'emportera. Cette année-là, vous me dites, il y a une visite de Macron aussi qui vous a posé question. Oui, parce qu'au moment où je partais à New York, justement en octobre 2019, il est venu inaugurer le Centre européen du judaïsme, qui est juste en face de chez moi. Et je pense que M. Macron est à l'œuvre pour mettre en place cette nouvelle religion noachique,
et qui sera vraiment une catastrophe. Il faut nous laisser nos vies sacrées, avec nos croyances, avec... moi, je suis chrétienne, mais j'aime les valeurs christiques. Je trouve qu'elles sont vraiment supérieures. Et je ne veux pas qu'elles soient amoindries, ces valeurs. Parce que ces valeurs christiques, on les retrouvait dans notre droit aussi, le droit continental, contre le droit anglo-saxon, qu'explique très bien notre amie Valérie Bugeaud. Il faut retrouver ce socle, oui, ce socle de valeurs, ce socle de droit inspiré par les valeurs christiques. Et Monsieur Macron, oui, effectivement, était venu inaugurer ce centre. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais à New York, où j'avais reniflé l'Event 201. Vous voyez qu'on peut être vraiment à l'affût. Il faut être très aiguisé et se faire confiance sur ses impressions profondes. Le noachisme, finalement, c'est un anti-humanisme. C'est un anti-humanisme. Et puis surtout, c'est condamné par la peine de mort. C'est Monsieur Pierre Hélard qui le rappelait. C'est-à-dire qu'ils seront capables un jour de vous dire, si vous ne suivez pas cette religion, on vous décapite. Enfin, où va-t-on ? Donc c'est un extrémisme qui n'a rien à voir avec... C'est un extrémisme, mais non plus, mais je ne sais pas... Enfin, c'est monstrueux. Je trouve que les gens n'ont pas assez conscience de ce danger. Il y a plein de dangers partout. Vous pourriez définir en 2-3 mots le noachisme, que les gens comprennent, les spectateurs ? C'est une espèce... quelques grands principes, disons, pour donner une idée de ce que ça peut être. Alors, on me rappelait que le nouveau bâtonnier de Paris, pour sa première conférence près du barreau, avait fait venir des rabbins à l'ordre. Je ne vois pas ce que ça vient faire là, mais le sujet, c'était le noachisme. Et c'est-à-dire que chez nos amis juifs, il y a une velléité pour les non-juifs de faire une religion pour les autres, c'est-à-dire tous les autres humains, qui serait édulcoré, un judaïsme édulcoré, où il y a 7 lois. Je crois que c'est Monsieur Pierre Hélard qui en parlait bien, mais ce qui me fait peur, c'est la condamnation à ne pas suivre cette religion, qui serait dans un temps futur obligatoire, où on supprimerait le christianisme, on supprimerait la foi musulmane, et où les religions monothéistes sont gravement attaquées. Elle aurait des principes transhumanistes, cette religion ? Probablement, oui, parce qu'on ne fait plus appel à la connexion directe avec le divin, oui. D'accord. À creuser, donc, pour les spectateurs. À creuser, oui. De Pierre Hélard sur ça, mais aussi d'autres auteurs. D'accord. En 2020, cette folie du SARS-CoV-2 s'empare du monde, ce fameux Covid, et vous, ça vous vaut, comme à beaucoup de personnes, des fâcheries avec des amis. Ah oui, alors vraiment. Et je crois que quand on est bien marqué dans ses valeurs, c'est ce qui se passe. Oui, je recevais pour le dernier jour où nous étions, le premier jour du confinement, c'était en mars, je crois, mars 2020, un samedi soir. Le lendemain, c'est le dimanche. Je crois que le confinement a commencé là. On a fait une soirée crêpes-galettes chez moi et arrivé par petits groupes des amis du cinéma, une dame productrice. Et quand j'ai ouvert la porte, quand elle a sonné, je dis ça y est, la dictature est là. Elle m'a fait n'importe quoi. Moi, je lis Le Monde. Mais j'ai mis ton torche-cul, là. Tu peux... Qu'est-ce que c'est cette référence ? Ils sont financés par Bill Gates. Alors, elle n'avait pas du tout conscience que les médias, à ce moment-là, étaient complètement ensevelis sous les dollars pour leur dicter ce qu'ils avaient à dire. Et d'ailleurs, je ne l'ai plus jamais revu. Après cette soirée-là, plus revu le groupe d'ailleurs qui était là. D'ailleurs, ils m'ont pas demandé si j'allais bien pendant le confinement ou pas. Enfin, je trouve que c'est un manque de savoir-vivre et de valeurs qui sont assez effrayants. Donc, ils sont bien dans leur camp. Avant de regarder vos œuvres magnifiques accrochées au mur, nous voulions faire une parenthèse puisque vous êtes désormais marraine de quelqu'un qui est victime des effets secondaires graves des injections, grâce à Cécile Maïchak et sa très bonne initiative.
Vous voulez nous en parler? Oui, bien sûr. Je suis marraine de Alexandra Perronnet, qui est une mère de famille qui a 3 enfants avec son mari, qui d'ailleurs le parrain, parce que son mari aussi a des effets secondaires, et c'est notre ami Dr Al-Ouest, son parrain. Moi, je suis la marraine de Alexandra. Donc, le parrainage se fait dans le cadre de la grande famille que Cécile Maïchak a mis en place. Et cette femme, après sa 3e dose, a eu des effets secondaires qu'elle lie immédiatement au vaccin. Parce qu'en fait, le problème ici en France, c'est que bon, la jurisprudence vient de changer, mais il y a eu beaucoup d'instances étatiques qui ne veulent pas reconnaître les effets secondaires après vaccin. Et là, c'est très net puisqu'on a, alors elle a eu 2 médecins, elle habite dans le bassin d'Arcachon, qui lui avaient dit non, c'est pas lié à ça. Puis ensuite, elle est venue à Paris, elle a trouvé un médecin qui lui a dit tout de go que c'était lié à cela. Et donc, ce que je trouve lamentable, c'est qu'on met sous le tapis ces effets graves secondaires. Elle est vraiment dans un état, Alexandra, mère de famille avec des enfants quand même assez jeunes, où elle a un syndrome de MAPA, c'est un syndrome de fatigue. Quand vous faites elle m'a expliqué qu'elle fait une machine à laver, elle laisse coucher. Enfin, elle met juste le linge dans la machine et elle est épuisée. Vous imaginez la journée. Donc, le conseil, c'est que dès que vous faites une action, un peu de vaisselle ou je sais pas quoi, d'aller vous coucher et puis de reprendre peut-être 1 heure après. C'est invivable. Je la trouve remarquable parce que sur quoi elle était commerçante avant tous ses ennuis, et là elle a trouvé un job ou un métier ou enfin un autre job, oui, où elle intervient pour les enfants handicapés, où elle ne fait que 20 heures, mais elle me dit qu'avec ça s'aggrave sa situation et qu'elle ne sait pas si elle pourra continuer de s'occuper de ses enfants handicapés, et donc elle s'isolera encore plus puisque ça lui permet quand même d'être en contact avec les éducateurs ou les enfants de l'institut où elle se trouve. Et en tant que marraine, vous pouvez porter sa parole un peu plus loin? Oui, le but avec la grande famille, c'est que en tant qu'artiste, on peut associer et parler du fait que je sois marraine et de parler de ces personnes qui, parce que puisque personne ne veut en entendre parler, on peut peut-être s'en charger en tant qu'artiste. Et ce qui est scandaleux, deuxième chose, c'est que non seulement les institutions qui devraient il y a eu plus de 2 millions d'effets secondaires, plus en sachant que 10% simplement sont déclarés. Vous imaginez tous les gens qui sont dans des coins, qui souffrent. Et ça, ce sont les bases de données qui le disent. Hein. Oui, cette vidéo ne soit pas suspendue par YouTube. Absolument. Bien sûr, les chiffres sont là, vérifiables. Et ensuite, ces institutions même ont renversé la charge de la preuve en demandant à ces pauvres malheureux qui souffrent et qui ne sont pas médecins de rapporter la charge de la preuve du lien de causalité. Mais c'est grave. Alors qu'autrefois, c'était à ces institutions de rapporter la preuve que les vaccins éventuellement ou les médicaments comme le Mediator n'avaient pas, il y avait de prouver qu'il n'y avait pas de lien de causalité. Maintenant, ça s'est inversé. Enfin, vous voyez, c'est un monde inversé. Un monde inversé que nous n'acceptons pas, orwellien. Et d'ailleurs, George Orwell nous regardait bien face caméra pour nous dire: vous ne devez pas accepter ce monde et vous devez dire non. Un grand merci à vous. Nous allons regarder vos œuvres magnifiques, vos œuvres d'une artiste donc qui capte le monde depuis un moment. Et un grand merci pour cette belle interview, Isa Sator. Merci beaucoup à Tribune Libre, merci beaucoup à vous Stéphanie, merci infiniment. Alors là, on a une toile qui représente Eloï Fuller, qui est une femme incroyable, danseuse, qui a inventé la danse contemporaine. Même Caroline Carson s'est inspirée de cette dame. Donc elle faisait sur scène des
des gestes. Là, on la voit à l'envers, la tête à l'envers. Elle se présentait aussi comme ça, où elle était en turbanée de voile transparent. Elle avait une façon de se mouvoir qui était tout à fait exceptionnelle. Et c'est la première fois qu'on voyait ça, danser comme ça. À part le French Cancan, il n'y avait pas de... C'est une danse nouvelle où elle s'exprimait dans les airs, très aérienne. Et donc, cette cocotte a mis en place la danse contemporaine. Elle a été exposée à l'Orangerie du Sénat, donc avec toutes les autres toiles de la série Les Grandes Cocottes. C'est une œuvre assez grande puisqu'elle fait 160 par 130. Et comme ces autres œuvres qu'on voit là, l'Archidrolès, là c'est les Archidrolès, et celle du milieu c'est Promenade au Bois de Boulogne. C'est des dames qui avaient un tuteur. C'est des dames qui se levaient surtout à 16h de l'après-midi parce qu'elles passaient la nuit avec le roi Édouard VII ou le Kaiser allemand, que sais-je. Et donc elles allaient au Bois de Boulogne se prendre l'air avec des petits cabriolets qui étaient conduits par des autruches. C'était des courtisanes, on peut Les dire. courtisanes, oui. Et elles aussi, les magnifiques Archidrolès. Les Archidrolès aussi sont des courtisanes. Ça avait des tenues incroyables. Des tenues incroyables, hein. Des femmes qui jouaient de leur charme, finalement. Oui, voilà, elles n'avaient que ça. C'est des attributs féminins qu'on leur a laissés pour être des femmes libres, parce qu'elles n'avaient ni le droit d'avoir un compte en banque, ni le droit d'hériter, ce que leur grand-mère avait obtenu avec la Révolution française. Mais Napoléon est passé par là, qui leur a supprimé. Elles avaient soit un mari, soit un père. Mais entre les deux, on les laissait pas respirer. Et voilà la sculpture de Živko Celarski, qui est un superbe sculpteur bulgare. Magnifique. Avec qui ses œuvres sont exposées là au cabinet de Maître Auster. Là, on a l'œuvre qui représente Gaby Desley, qui est une grande cocotte aussi, mais d'origine anglaise. Elle était connue pour porter ses chapeaux très excentriques, avec plein de plumes, des fleurs. Là, nous avons Apollonie Sabatier, qui peut-être a-t-elle posé pour Gustave Courbet. On ne sait pas trop. Apollonie Sabatier, elle a posé aussi pour cette très belle sculpture qu'on trouve au musée d'Orsay. Le nom de la sculpture m'échappe, mais il est possible qu'elle ait posé, parce que ces femmes posaient pour différents ateliers. Des grands artistes. Elle a pu être l'origine du monde. Elle a pu être l'origine du monde, oui. Il y a eu une petite polémique sur 3 femmes. Et ça pouvait être aussi l'ami de Gustave Courbet. Gustave Courbet avait un ami et surtout une petite amie de l'ami de Gustave Courbet. Et il est possible que ce soit cette femme qu'il avait pris, Gustave Courbet, en amante, qu'il l'a fait poser et il lui a assombri la fourrure, on va dire, qu'il lui a mis, pour pas qu'on s'aperçoive que ce soit une rousse, parce qu'elle était rousse. Donc c'est soit Apollonie Sabatier qui a exposé pour Courbet, soit la petite amie de cet autre peintre américain, mais j'ai oublié le nom, soit une autre femme encore. On ne sait pas trop qui a posé. Vous voyez, à l'origine du monde. Il a brouillé les pistes. Le coquin. Ensuite, Nini Patent-l'air, la magnifique. Ah, la magnifique Nini Patent-l'air, elle a inventé le French Cancan. C'est quand même dingue, hein, dans l'oppression, ce que les femmes sont capables de faire. La vie prend le dessus. Hein. Elle a inventé cette danse qui a fait que Paris a rayonné avec ces femmes qui sont exceptionnelles, parce que les cocottes n'ont existé qu'à Paris. Elles ont été un peu imitées aux États-Unis dans les femmes de saloon, mais rien à voir avec les cocottes qui souvent ont essayé d'être de grands artistes, comme Cléo de Mérode à l'opéra, comme Sarah Bernard, qui est devenue, elle pour le coup, une artiste vraiment de renom international. Et puis Héloïse Fleur est plus connue par les gens qui
qui aime la danse contemporaine. Et encore, je suis pas sûre parce qu'on parle beaucoup de Caroline Carlson, mais Lucie Feller est quand même là. Et puis Nini Patent-L'air, j'avais jamais entendu parler d'elle. C'est en faisant la lecture de beaucoup d'ouvrages, de livres, avec des photos et autres pour m'inspirer que je découvre cette femme. C'était l'époque des grandes nuits parisiennes. Les grandes nuits parisiennes, le bal Mabille, enfin c'était animé Paris à cette époque. Oui. Et gay, c'était tout le monde venait venir à Paris. C'est plus du tout comme ça. Non, c'est plus vraiment comme ça. Au secours. De toute façon, devant ces sculptures d'une grâce incroyable. D'une grâce incroyable de Gifko Celarski. Oui. Bertrand Moreau a très bien expliqué comment cet homme peut sculpter en donnant une impression que ces sculptures bougent en fait, qu'elles soient en mouvement. C'est quand même un exploit. De donner cette impression en sculpture. Ça fait note d'un esprit plein d'aspiration, vraiment très inspiré. Et il est récompensé en Bulgarie d'ailleurs. C'est un artiste international où il expose en Chine, dans divers pays. Et dans son pays, il est reconnu vraiment comme un grand artiste. Là, nous avons Blanche d'Antigny. Bon, elle, malheureusement, elle a laissé que son nom à une glace, la glace d'Antigny, mais c'était une cocotte aussi très appréciée. Elle fait pas partie des 3 grâces, mais très appréciée. Appétissante. Appétissante. Alors, les grands yeux. Les grands yeux. Alors ça, c'était une toile qu'on m'avait demandé de faire pour un collectionneur qui est en prison d'ailleurs. En prison parce que je crois qu'il a trafiqué les œuvres de Matisse, les sculptures de Matisse. Je sais pas où il en est ce monsieur, mais il m'avait demandé de faire la victoire de Samothrace. Et moi, je lui ai rajouté une tête, la tête du David qui avait été refaite récemment, qui a été posée aussi récemment à Florence. Et donc je lui ai fait une tête de David sur le corps de la victoire de Samothrace. Là, cette peinture, elle me rappelle les moments où j'étais à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, au phare Amédée, où je fais beaucoup de plongée. J'ai même appris à donner à manger aux requins. Donc on était au fond, peut-être à 20 mètres de profondeur. Et des hordes de requins au-dessus de nous tournaient. Mais je les ai fait assez sympathiques, mes requins. Ils ont le sourire. Les requins, en fait, ils sont pas dans l'eau, ils sont sur terre, à la grande terre. Là, c'est une toile qui rejoint la série Armageddon, où le fils du soleil tombe dans les flammes. Tous ceux qui ont porté haut les valeurs matérialistes s'effondrent. Là, le dragon qui enserre les gens qui vont l'éviter. Là, les chiens de l'enfer qui appartiennent à la série Armageddon. Oui, là, le dragon avec les personnages comme dans un œuf qui vont surgir pour faire la suite de toute cette histoire épouvantable. Les chiens de l'enfer, ils vont dans l'enfer. Là, ils chutent aussi, vous voyez, là, dans le rouge. C'est la chute. Cette toile s'appelle la chute. Et juste à côté, on a le diable qui va chuter lui-même, vous voyez. Là, il chute avec les chiens, les cerbères. Et les personnages violets qui l'évitent, vous voyez, avec la couleur du soleil. Il y a une suite après qui est positive. Parce que je crois que là-haut, le plan de Dieu, il est beaucoup plus fort. Vous avez espoir. Oui. Oui. Je pense qu'il y a eu plusieurs Armageddons sur Terre et je pense que là, on va le franchir avec succès. Là, c'est une toile qui remémore les grands peintres du XXe siècle avec Basquiat. Ah non, Basquiat n'y est pas. Picasso, Duchamp, Dali et Andy Warhol. Voilà. Et il manque justement, je voulais le faire au milieu, mais j'ai pas eu le temps, Basquiat, qui est vraiment le dernier grand peintre du XXe siècle. Il n'y a pas de femme, c'est dommage. On remarque qu'il n'y a pas de femme. Vous voyez cette magnifique sculpture de Gifko. Là, c'est le dragon céleste, celtique, parce que tous les dragons
ont une forme particulière en fonction de là où on se trouve sur la planète. Le dragon chinois n'est pas le même que le dragon celtique, que le dragon scandinave. Il représente la peur des humains, toute la quantité de peur. Oui, il représente ça. C'est un animal imaginaire qui est représentatif de la peur. Là encore, des sculptures de Gifko, beaucoup de femmes. Il fait des grandes œuvres, hein, Gifko. Il lui arrive de faire des sculptures de 10 mètres de haut, hein, des arbres et des femmes, beaucoup. Là, dans la série Armageddon aussi, alors c'est une licorne un peu vachette. En fait, c'est comme, comment on appelle ça, vous savez, les chimères. Voilà, c'est plus une chimère en fait. On me faisait remarquer ça l'autre jour. Là, on a une femme, une Versaillaise. Magnifique. Très en beauté, avec beaucoup de choses en relief. Ce sont des roses sur sa robe. J'avais exposé à la mairie de Versailles et puis ça m'a inspiré les femmes et leurs robes et Versailles est resté dans son jus du roi Soleil. Hein. Donc je trouvais que ça allait bien dans la mise en œuvre de l'expo. Alors là, on a des rouleaux qui étaient exposés à l'orangerie du Sénat. C'est au mètre. C'est peint, on peut couper au mètre, comme un tissu, et qui sont un peu mes nymphéas à moi, roses, qu'on avait mis au-dessus des toiles à l'orangerie du Sénat. Donc il y a... alors là, on arrive sur une guerrière. Alors là, c'est une cocotte. Qui s'appelle la Païva, qui a été la femme qui a réuni le plus peut-être de richesse, avec un hôtel particulier magnifique en bas des champs, qui a été un moment. C'est dommage. Je pense que maintenant on peut y avoir accès. On m'a dit qu'il y avait on pouvait y aller parce qu'à un moment c'était le club des Travers Tchèques qui gérait cet espace, et je pense que il est possible d'y aller. Alors là, on a l'année du serpent. Vous savez qu'en 2025, c'est l'année du serpent. Et c'est une toile qui s'appelle Erectus, qui faisait partie d'une série intitulée L'amour. Et dans les sentiments positifs, on m'ont inspiré 7 grandes toiles, et les sentiments négatifs, 7 autres grandes toiles. Et celle-ci est la deuxième d'un long cercle comme ça sur les sentiments. Là, on a comment s'appelle cette déesse grecque Athéna. Même votre signature est remarquable. Là, on a une femme celte avec son corbeau. Elle a un pouvoir particulier. Elle a un pouvoir particulier de voir les choses sans qu'on lui les dise. Souvent, les femmes ont cette possibilité. D'ailleurs, la couleur vert d'eau représente ça dans mon travail. Là, on a encore une cocotte, Yvette Guilbert, qui, bon, malheureusement, ont des fins tragiques pour la plupart des grandes cocottes. Celle-là finissait dans les lieux de foire où elle buvait des bouteilles entières. Et ça faisait le spectacle, ce qui est affreux. Mais bon, elle fait penser... Votre signature est une œuvre d'art dans l'œuvre d'art. Oui, elle est audacieuse. Là, on traverse le couloir des papillons avec la métamorphose que nous avons tous opérée sur la planète en 2020. La chrysalide m'a inspiré le fait que dans la chrysalide, précisément, la chenille, il lui pousse pas des ailes, elle devient liquide, comme nous. On est devenu liquide. Et après, on s'est transformé. Et on nous a peut-être poussé des ailes ou poussé, je ne sais quoi, des antennes. Enfin, je souhaite que la métamorphose soit opérée pour chacun d'entre nous. On est passé dans un chat d'aiguille, là, hein, tous. Donc, bon, là on rentre dans la pièce du cabinet de curiosité. Là, c'est un autoportrait que j'ai fait à Nouméa sur des cartes qui représentent des cartes à jouer homothétiques aux cartes de tarot. La force. Je pense qu'à travers mon récit, on peut comprendre pourquoi je choisis la carte 11. Et puis la papesse, qui est justement la connaissance, qui est le fait de savoir.
le fait de savoir un savoir enfoui, dont vous avez des reliances avec les mémoires peut-être akashiques, j'en sais rien, mais il y a des êtres comme ça. Donc ça c'est la carte 2. Et normalement il y avait une troisième, parce que ça faisait un triptyque, mais elle a été vendue et elle se trouve à Los Angeles. C'était un portrait de moi avec une cotte de maille et un sabre. Et là j'explique dans la papesse comment j'avais tiré mon nom d'artiste du carré magique Sator. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Ce sont 5 palindromes qu'on peut lire dans tous les sens. Sator, c'est le sujet, c'est le dieu de la semence en viking. Arepo, c'est faire la ligne dans les champs. Tenet, ça fait la structure du carré. Opera, Rotas, c'est en fait, Sator, c'est celui qui détient les clés de l'univers. Et j'ai trouvé que pour un nom d'artiste, ça claque bien comme un fouet. J'ai mis devant Isa, parce que Sator, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Et Isa Sator, c'est égal à 1 aussi numérologiquement. Et j'ai trouvé que pour un nom, c'est pas facile de trouver un nom d'artiste, hein, c'est très dur. Et ma foi, j'ai trouvé que ça avait du sens. Alors me voilà là, à Houston, dans une expo organisée à Houston même. Glamour sur les Smart Barbie. C'est une série sur les executive women, ou les femmes artistes, les cantatrices, les femmes pompiers, les roses bonbons, les femmes... girly, comme girly, voilà, c'est ça, bah, elle est carrément girly. Elle est très girly, on dirait une bulle de champagne. Voilà, exactement. Et là aussi, sur Smart Barbie à Cannes. Pieds nus, voilà, je lui ai pas mis de chaussures. D'ailleurs, je crois pas qu'on ait vu quelqu'un à Cannes venir pieds nus. Ça devrait se faire. Ça a pu arriver, on a vu seins nus, mais pas pieds nus. C'est très mignon. Et là, on a une galipette. Elle s'appelle galipette, cette toile. C'était une petite cocotte, c'est-à-dire qu'en dehors des grandes allongées, des grandes cocottes, il y avait des petites lavandières qui, essayer aussi d'arrondir leur fin de mois. Des petites cocottes. Elle porte un nom d'ailleurs que j'oublie là, mais en tout cas celle-là s'appelle galipette. Là on voit des gravures, j'ai appris à graver, donc ce sont pas des lithos, ce sont des gravures. Où j'avais représenté des ensembles parisiens, la Tour Eiffel, qui j'espère restera debout. Des petits pulbeaux aussi, où je m'étais amusée c'est chouette d'apprendre une nouvelle façon une nouvelle technique. Là, on a affaire à la forêt magique. La grande fresque. Sator. Voilà, c'est ça, de la série ADN Sator, qui avait été exposée dans le Marais, chez mon galériste. Et où je tiens un propos en 2015, oui. C'était assez nébuleux dans ma tête, mais je voulais parler de transhumanisme sans savoir trop de quoi il s'agissait. Mais après, ça s'est éclairé dans ma tête. Je parlais d'être 2 par 2. Cet arbre où on voit l'Ouroboros, à l'infini, un homme, une femme. Là, les œufs, où il y a un homme, une femme, une femme. Cet arbre un peu comme dans Tolkien aussi. Oui, dans Tolkien où on a des esprits où des arbres bougent et qu'ils savent très bien ce qui se passe pour aider aussi l'humanité. Oui, cette fresque représente tout ça. J'aime beaucoup Tolkien d'ailleurs, et le Seigneur des Anneaux. Alors ici, nous avons la toile qui s'intitule la Loba, une leçon en 3 choses. Là, on a une vieille indienne qui essaye d'enseigner à cette jeune indienne qui ne veut pas du tout écouter, un peu comme moi quand j'étais enfant, qui regarde ailleurs. Et cette vieille indienne, son message, c'est de apprendre à cette petite de savoir dire non. Et non, c'est représenté par la loba, la femme qui peut être très agressif, à la loba, et le singe. J'ai représenté 2 animaux en un, c'est-à-dire faire preuve d'intelligence en étant agile, comme le singe, et savoir être ferme comme la louve. Savoir dire non. Merci à vous, Isa Sator. Merci, c'est pas